Bonjour, donc Jordana Bellegarde, je suis directrice nationale des activités adjointes à Addiction France et je vais poursuivre la matinée avec cette première table ronde qui s'intitule « Vivre avec une personne addicte, comprendre l'autre et se préserver ». Et pour cette table ronde, je vais inviter effectivement Béatrice Morisset-Mélara, présidente de COPMA et proche de malades alcooliques, à venir nous rejoindre pour cette première table ronde. Jacqueline Kerjean également, médecin addictologue pour cette première table ronde. Jacqueline, si vous voulez nous rejoindre. Et puis Shirley Auguste, psychologue au XAPA de Caen. Et Lucie Gros-Claude, assistante sociale au XAPA d'Ajaccio, Corse du Sud. Je vous laisse vous installer. Et je vous propose qu'on démarre la journée et cette première table ronde avec un extrait du film Petit Samedi de Paloma Sermon-Diaye et qu'on regarde un extrait pour démarrer la journée et je laisserai ensuite la parole aux intervenants. Je trouve pas grossi, certainement pas, un petit peu amaigri. Mais, son père et ses frères, tout le monde est mince chez nous, hein, enfin, sauf moi. Oui, mais lui, à un moment donné, il avait le visage un petit peu plus rond, Oui, on va dire. oui, oui. Hein? Moi, je le trouve quand même... Il a maigré, ouais. Pas... Pourtant, pour le moment, il me semblait qu'il mangeait mieux. Mais tu sais, ça veut rien dire, ça. Non. Il y a des natures comme ça, hein. Voilà. Mais oui, j'irai avec lui. Mais pour le moment, il fait une thérapie, hein. Oui. Donc, peut-être que c'est ça, tu sais, quand tu fais une thérapie, on remet beaucoup de choses en question. Tout. Peut-être qu'il a besoin de faire le point. Alors, donc on a fait sa thérapie. Tout simplement. Depuis à peu près un mois. Il y a peut-être des choses auxquelles il doit repenser. Peut-être que je fais partie des gens qu'il a besoin de prendre un peu de recul. C'est possible, mais je préfère qu'il me le dise, tu vois. Maman, mais ça, il y a une fameuse différence entre... le ressentir, le penser, le dire. Il ne va pas nécessairement te dire ça. Laisse-le. Oui, mais après ça, il faudrait qu'il aille en cure parce qu'il a plein d'addictions qu'il faut absolument... Il faut qu'il sorte de ça, sinon ça ne va pas aller. Hein. Ben oui, bien sûr. Mais enfin, tantôt, ça allait. Tu sais, moi, je n'ai pas trouvé qu'il avait l'air... Par rapport à... Je l'ai déjà vu qu'il avait l'air beaucoup plus excité, beaucoup plus... Il ne m'a pas semblé d'être... il a bu quelques bières, c'est sûr, ça. Mais je suis allée chercher partout. Le long de l'âme, sont partout. Partout. Je demande, je sais, je passais pour la folle du village. Je demande aux gens, on n'avait pas vu mon fils, et je le décris. Je suis allée au petit magasin, thon. Et... Oui, mais ça, il faut arrêter, hein. Je sais, il ne faut plus faire ça, hein. Je sais. Parce que... C'est difficile de rester indifférente. Tu comprends? Si, pour le moment... il met un peu de distance. C'est que peut-être qu'il en a besoin. Oui, c'est vrai. Et toi tu le pourchasses? Oui, mais enfin... Enfin, tu ne le pourchasses pas, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était un peu excessif, mais... Tu as raison, Martine. Je vais peut-être devoir accepter. Il faut qu'il prenne... il faut que l'oiseau sorte du nid. Oui. 43 ans, hein? Oui, mais enfin, tu sais, c'est lui qui est resté beaucoup au nid, hein. Je pense qu'il n'a pas du tout l'air corps, hein. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti de chez moi, hein. Ben oui, je sais bien. Mais... Ben oui. Donc, bref. Écoute, je ne fume plus, mais ne le dis pas à mes enfants. Hein. Donne-moi une cigarette. Parce que je suis nerveuse avec tout ça. Merci, Martine. Merci. S'il te plaît. Non, c'est vrai que je dois un peu lâcher prise, hein, je le sais. Je sais aussi. Et pour toi et pour lui? Oui, je sais, parce que j'ai fait une thérapie. Et je me souviens que mon thérapeute m'avait dit, vous savez, ça va changer des choses dans votre vie auxquelles vous ne pensez même pas maintenant. C'est vrai, ça, tu te détaches de certaines personnes, tu prends conscience que d'autres personnes sont plus importantes. Donc c'est une remise en question terrible. Voilà, donc c'est peut-être ça. Mais bon, j'ai un peu de mal, moi, parce que quand tu as quelqu'un qui vient 2 fois par jour, tous les jours chez toi, puis tout d'un coup, il ne vient plus, il ne te répond plus au téléphone. Il y a du courrier. Ça fait du mal, hein? Il y a du courrier pour lui à la maison, donc moi, ça m'ennuie, tout ça, tu vois. Parce que je me dis, il y a peut-être des choses urgentes. Alors voilà, c'est tout à part ça. Voilà. Fait beau. Ah oui, c'est super. Hein? Voilà, il faut profiter de tout ça.
Tu parles de thérapie. Moi, ma première thérapie, j'ai quitté mon mari. Ben écoute, moi aussi. 2 bons points. Ben oui, oui. Merci pour cette diffusion. Du coup, oui, vous m'entendez. Eh bien, je vous propose qu'on poursuive cette diffusion. Normalement, les micros fonctionnent. Et je laisse la parole à Béatrice pour que vous puissiez effectivement dire cet extrait, en quoi il fait écho à ce que vous avez vécu en tant que proche de malade et puis ce que les personnes de votre association vivent aussi. Ça fonctionne ? Oui. Oui, bonjour à tous. Plus près ? D'accord. Effectivement, ça résonne complètement parce qu'on le vit tous, on l'a tous vécu. Les caractéristiques que j'observe, c'est que cette femme est seule. Je la sens épuisée. Elle est fatiguée. Elle est dévastée. Et en même temps, vous observerez qu'elle est digne. Mais elle est digne jusqu'au moment où elle va s'effondrer. Et sur quel mode et sur quel type. Elle s'évertue à le chercher, son fils, à le pourchasser, lui dit son ami, à tout faire pour lui. Elle trouve des solutions pour lui, là. Il doit aller en cure, il doit lire son courrier, il doit faire. Mais lui, il ne demande rien, et ça, elle n'a pas compris qu'il ne demandait rien. Elle se comporte en sauveuse avec sa culpabilité, mais elle ne sait pas qu'elle est en souffrance. Et nous, en tant que proches, on vit tout ça. On a tous la tête dans le guidon, et on ne sait pas qu'on est en souffrance, et on ne sait pas que ce que l'on vit est totalement anormal. À mon avis, donc je vous disais qu'elle est en souffrance et qu'elle est en détresse, je pense même qu'elle peut être en danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un moment de solitude, là, elle a une amie avec qui elle parle, mais elle dit, bon, bref, c'est-à-dire on ne va pas aller plus loin, bon, bref, on s'arrête. Elle a compris des choses, mais elle n'est pas accompagnée pour les mettre en place. Elle a fait une thérapie il y a longtemps, il lui reste quelques bribes. Elle dit, oui, il faut que je lâche prise. Il faut que je fasse des trucs, on me l'a dit. Mais en même temps, aujourd'hui, alors qu'elle a besoin d'aide aujourd'hui, il n'y a personne autour. En dehors de la copine qui lui donne quelques conseils gentils, sympas, qui lui dit arrête de le pourchasser, mais il n'y a personne à ce moment-là. Et cette personne, cette femme, a besoin de l'aide de professionnels et d'associations pour envisager une modification de son comportement. Et les éléments qui sont transmis là et partagés, dans les témoignages que vous recueillez dans l'association, c'est des éléments que vous retrouvez aussi ? Ah bah complètement. Est-ce que vous avez des exemples et des complètement, témoignages parce que moi, j'ai préparé quelque chose par écrit. Donc, COPMA existe depuis, grâce au professeur Reynaud et à Dicted, que je remercie ici une fois. Voilà, sans Addicted, nous n'existons pas, COPMA. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous faire vivre l'intimité de la famille qui vit dans un foyer où l'alcool a pris plein pouvoir. Et vous faire découvrir combien elle est dévastée. Alors, je ne sais pas si... J'essaye, si... Voilà. Qu'est-ce qu'on vit ? Eh bien, voilà, imaginez un petit avion, un biplace, 2 ailes, là, et pouf, il y a un moteur qui tombe en panne en plein air, en plein vol. C'est ça. L'un des 2 moteurs mâche. Il lâche. Donc, on vit le surinvestissement, la gestion de la maison, la logistique, la gestion des finances, parce qu'un compagnon en arrêt de travail, avec le tabac, avec l'alcool, ça grille un budget, ça déstabilise, ça fait basculer sur du surendettement. On gère l'éducation des enfants, les liens sociaux, on perd tous les copains, tous les amis, on ne voit plus personne. La gestion de sa profession. Parce que si on s'arrête, tout bascule. D'accord ? Et puis en plus, on n'a pas envie de s'arrêter, parce que c'est un espace de normalité, en réalité. Parce que ce qu'on vit est totalement anormal et on ne le sait pas. Et on ne nous l'a pas dit parce qu'on se sent coupable. Nous n'avons plus aucun espace personnel de bien-être, aucun répit, notre santé mentale est en danger. Nous sommes le moteur familial H24. Voilà. Après, en début, c'est l'incompréhension. Elle ne comprend pas non plus. Il boit. Pourquoi il boit ? Il n'a pas besoin de boire. On est paumé, on est dans le désarroi.
Puis on a envie de le sauver, parce que de toute façon, on se sent tellement coupable qu'évidemment, on va le sauver. Donc, on va s'investir encore plus, d'accord? Donc, on va s'épuiser encore plus. Alors, la honte et la culpabilité, mais évidemment, on n'en parle à personne. Hein. D'ailleurs, les enfants dans les familles n'invitent personne, ils n'invitent pas leurs copains, on va quand même pas inviter, surtout dans l'état où... Alors, mes excuses, je dirais souvent, papa est malade. Ça concerne les femmes, ça concerne les enfants. À l'instant T, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, moi, je parle du conjoint. Mais on va parler aussi du retentissement sur la famille, sur une deuxième table ronde. Donc, pourquoi chez nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, je vais vous donner des témoignages d'un groupe de parole anonyme. Hein. Mon mari est mon repère. Je ne suis pas bien, c'est de ma faute. Je l'excuse. Waouh, on entend ça. C'est pas possible, comment elle va s'en sortir? Témoignage de femmes. Jamais je n'ai dit au travail que mon mari buvait. J'avais trop honte. Et puis, c'est mon espace de normalité. Je veux le protéger, mon espace de normalité. Témoignage de femme. Il est sale, il pue, j'ai honte de sortir avec lui. Témoignage d'une mère. J'ai découvert que mon fils vit parmi des immondices dans un cloaque. C'est insupportable. Le déni. Ben non, il n'est pas alcoolique, c'est pas grave. Et puis en plus, il ne boit pas. Il y a des jours où il ne boit pas. Donc, c'est pas tous les jours. Et puis, pas chez nous. Le mensonge. Alors ça, on est très, très fort. Hein. On apprend à mentir très vite. On apprend à dissimuler une invitation. Oh, bon, non, excuse-moi, tu sais, je suis fatiguée. Non, je ne peux pas venir. On ment tout le monde, à la famille, aux amis. On ment très vite, on ment pour tout, on ment pour n'importe quoi, pour sauver la façade. Elle le fait, elle contrôle. Nous vidons les bouteilles, nous le fliquons, le malade. Nous sentons son haleine, tapis collé, inutile. Inutile. Nous contrôlons tout tant que nous n'avons rien compris. L'angoisse, elle le cherche partout, elle le pourchasse. Quand est-ce qu'il va rentrer? Dans quel état? Témoignage. Il est en arrêt, et donc à la maison. Qu'allons-nous trouver à notre tour? On est tout le temps sur le qui-vive. Les 3/4 de notre groupe sont sous antidépresseurs. Témoignage. Pendant 5 ans, sur la route du retour de mon travail, je m'arrêtais, je prenais un quart de Lexomil, j'attendais, je suçais tranquillement, et je repartais prête à affronter ce que j'allais trouver à la maison. Témoignage. Pour un burn-out, j'ai coûté 25 000 € à la société. Et puis j'ai dit, plus jamais. Ça n'a pas été évoqué parce qu'il est majeur, mais la peur de l'intrusion de la société dans notre famille. On cache, parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne mettre le nez. Je veux dire, c'est déjà suffisamment la merde. En clair, soyons clairs et soyons directs, on est là pour ça. Il ne faut pas que quelqu'un rentre dans la maison. Peur d'un signalement qui déclenche une enquête sur la famille et peut finir devant le juge. Peur du placement des enfants, peur d'une AEMO. Témoignage. Est-il juste de reprocher aux parents qui n'est pas malade de ne pas avoir quitté le foyer, de ne pas exercer son devoir de protection envers ses enfants, alors qu'aucune aide ne lui est apportée et qu'il est à bout de force? C'est le cas d'une jeune femme qui est dans un groupe de parole, qui a une très bonne profession, un mari totalement malade alcoolique, qui a confié ses enfants à un psychiatre, qui a essayé de séparer son régime matrimonial, de protéger le foyer au maximum. Sa gamine a dit au psychiatre, bah oui, de temps en temps, quand papa pisse à côté des toilettes, je nettoie. Signalement. AEMO, injonction de divorce. Elle a 45 ans. Et elle est dans un groupe de parole depuis des années. Arrêtez-moi quand vous en avez marre, il ne faut pas hésiter, parce que je peux longtemps parler. Et cette même témoin me disait, nous sommes des arbres dans la tempête. Voilà, ça plie ou ça casse. L'insécurité émotionnelle. Témoignage d'un homme dont la compagne boit. Elle crie tout le temps. Elle frappe dans les portes. Je ne peux plus dormir. Je dois sortir la nuit. Mes amis se parlent normalement, ça me fait du bien de les entendre. J'avais oublié que c'était normal. Ne pas réussir à dormir. Le malade vit parfois la nuit. Il se cogne, il chute, il déambule.
C'est pas juste un malade qui a bu, c'est un malade qui vit dans une famille. Il a picolé, il pisse dans la chambre parce qu'il n'a pas trouvé la porte. C'est ça le vécu. C'est pas n'importe quoi. C'est bien. Je suis heureuse que vous me donniez la parole aujourd'hui parce que j'entends des choses trop terribles. La manipulation. Alors ça, tout le monde manipule tout le monde. Hein. Mensonge, machin. Voilà. La solitude. On ne sait pas à qui parler, car la famille ne comprend pas, elle juge, elle propose des solutions. Ah ça, la famille, elle propose des solutions. Béatrice, je vous propose c'est super parce que ça nous partage énormément de témoignages et je vous en remercie. On reviendra sur tous les éléments que vous venez de partager, de la honte, la culpabilité, les enfants, voilà, on reviendra sur tous ces points-là. L'ambivalence. On reviendra sur des sujets où l'ambivalence aussi, qui était très intéressant. On reviendra effectivement sur tous ces éléments-là, je vous en prie. Jacqueline, je vous propose de poursuivre. Et est-ce que ces éléments que vient de partager Béatrice, vous les rencontrez aussi en consultation lorsque vous voyez l'entourage des patients ? Bien sûr. Alors, ce que je voulais souligner, c'est des situations qu'on rencontre et c'est vrai que ça déstabilise complètement les familles et les entourages, parce que parfois on voit même des employeurs désemparés à venir. Quand on parle d'entourage, ça peut être très élargi. Nous, notre constat, et d'où l'intérêt de ce colloque, c'est que j'ai commencé il y a 25 ans à peu près en addicto, et au début, tout ce qu'on faisait pour l'entourage, c'était très intuitif, voire c'était rien, en gros. Hein, voilà. Et quand on recevait des personnes, souvent c'était madame qui amenait monsieur à la consulte, on ne savait pas trop quoi faire de cet entourage. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que quand on leur adressait la parole directement, et maintenant c'est ce que je fais quand je reçois une dame ou un monsieur qui accompagne son conjoint dépendant, je m'adresse d'abord à la personne entourage en lui demandant « Et vous, comment allez-vous » Et là, ça rate pas à chaque fois, hein, c'est magique, effondrement en larmes. Enfin, quelqu'un me pose la question. Enfin, quelqu'un voit que je vais pas bien. Et souvent, j'arrive même nous arrivons à évoquer avec la personne, et je le dis devant le patient, hein, vous savez que vous souffrez probablement plus que le patient qui est là et qui est déjà dans une souffrance énorme. Et là, redoublement de larmes, mais au moins on a cassé une carapace. Et c'est vrai que c'est très important. Pour moi, le plus important, c'est d'abord montrer à la personne de l'entourage qui accompagne le patient ou le malade, l'usager, qu'on sait qu'elle souffre, qu'on reconnaît cette souffrance et qu'on va dans un premier temps chercher à la comprendre et à l'aider. Et après, dans un second temps, elle pourra peut-être, par la compréhension de la maladie et par d'autres types de propositions d'accompagnement, réussir à se sentir moins impuissante et être moins maladroite, comme avec le flicage par exemple, dans son quotidien. Donc c'est vrai que pour nous, ça c'est mon expérience en consultation, et après dans les centres de cure et de post-cure, on voit bien que sans l'entourage, on n'avance pas. Hein. On évoquait avec Béatrice tout à l'heure une jeune femme qui a fait une thèse récemment sur le devenir des patients accompagnés par l'entourage ou non accompagnés avec l'entourage. Il n'y a pas photo hein, sur le résultat. Quand il y a un entourage qui sait tenir la route, qui arrive à prendre la bonne proximité, la bonne distance avec le patient, ça avance toujours beaucoup mieux. Et j'en rajoute une couche avec de plus en plus, un des points qui m'intéresse actuellement, c'est les troubles cognitifs liés à l'alcool, qui aggravent tout ce qu'on vient de décrire. Là, sans l'entourage, on ne peut strictement rien faire. Donc c'est vraiment capital pour nous, cette place de l'entourage. Donc l'entourage comme un pilier finalement de cette prise en charge. Et la mais comme un pilier à restaurer en premier temps. Hein. Donc à restaurer effectivement de manière prioritaire et effectivement la reconnaissance de l'entourage. Lucie, en tant qu'assistante sociale, cette reconnaissance, il me semble, est importante pour vous et fait partie de votre prise en charge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Merci. Oui, tout à fait. En fait, quand l'on rencontre les personnes qui ont une problématique de toxicomanie, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir demander à cette personne, quand elle ne vient pas accompagner, s'il y a un entourage, et à partir de là, proposer à l'entourage un lieu d'écoute, déjà, pour pouvoir poser leurs problématiques. Donc, nous entendons justement par votre témoignage que c'est très compliqué pour l'entourage. Donc, leur offrir un espace de parole, un lieu d'écoute pour pouvoir d'abord s'exprimer, pour pouvoir entendre leurs souffrances, parce qu'ils souffrent autant, effectivement, voire plus que la personne qui a une problématique de dépendance. Et c'est vrai, moi aussi, je suis à Addiction France, enfin anciennement pas, depuis plus de 30 ans maintenant, et l'accompagnement de l'entourage a évolué.
ça fait partie intégrante de l'accompagnement de la personne à partir du moment où l'entourage est d'accord. On doit les écouter, on doit leur donner un espace de parole. Et ensuite, les accompagner, c'est vraiment du cas par cas, les accompagner pour pouvoir déjà se sentir mieux, les orienter quand il y a des nécessités, peut-être par des professionnels, psychologues ou autres professionnels, et les accompagner pour devenir aidants dans la mesure où ils sont prêts. Parce qu'il faut être prêt aussi pour eux à devenir aidants. Déjà comprendre quelle est la problématique de la personne qui consomme, quel que soit le produit. On parle beaucoup d'alcool, mais il y a d'autres produits. Souvent, l'entourage ne connaît pas. Ils disent, en fait, il ne nous aime pas, il a du vice, c'est un vice, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et l'entourage doit d'abord comprendre ça, faire son chemin, et ensuite pouvoir être aidant. Comment accompagner la personne peut-être vers un soin, parce que des fois on peut rencontrer l'entourage et la personne n'est même pas venue rencontrer un professionnel pour se soigner. Voilà, donc ça me paraît très très important de tenir compte de l'entourage, de sa souffrance et lui permettre d'aller sur un chemin qui va être aidant. Il n'y a pas de recette miracle. C'est du cas par cas, on teste, on essaye et on accompagne pas l'entourage. Voilà. Merci. Shirley, en tant que psychologue, ces différentes étapes de comprendre l'autre, d'avoir un espace de parole, d'écouter, est-ce que dans votre accompagnement, c'est quelque chose que vous mettez en place ? Alors nous, au XAPA Rive Gauche de Caen, on a un groupe entourage qui est bien repéré, qui existe depuis une quinzaine d'années. Et donc, on est plutôt sur le fait de recevoir des entourages en première intention. C'est-à-dire, ils ont la personne de leur entourage qui est addicte n'est pas encore suivie. Et donc, on va travailler sur leur codépendance. Donc, c'est le fait qu'elles aient envie de répondre aux besoins de leur conjoint, comprendre. Et d'ailleurs, ce qui est dans le tour de table qu'on fait au début, on a souvent... donc, on demande juste quel est le lien de parenté qu'ils ont. Et tout doucement, dans le tour de table, on s'aperçoit que la personne dit je viens pour mon mari, je viens pour mon frère. Donc on restaure, on dit non, vous venez pour vous et on va voir ce qu'on peut faire déjà pour vous dans un premier temps. Donc en effet, on va travailler sur la codépendance et on va essayer de faire comprendre qu'au fond, l'entourage fait un peu partie de l'engrenage dans sa façon de faire et dans sa façon de surréagir et de faire monter parfois. Merci. Et à la question, effectivement, de tous ces éléments et ces stratégies mises en place, Béatrice, dans ce que vous observez, vous avez commencé à partager avec nous les stratégies que vous observez dans votre expérience et puis dans l'expérience des personnes de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, les stratégies, tant que l'on est seul, on bidouille. On bidouille, puisqu'on ne parle à personne, on va contrôler, on va insulter, on va maltraiter, parce que je pense qu'on est maltraitant. Je pense qu'on est maltraitant, on est maltraité et maltraitant. C'est-à-dire que c'est une maltraitance qui peut être totalement passive, un regard, un mépris, un silence, peut être extrêmement destructeur. Et nos solutions... moi, ma solution, tant que mon mari se soigne ou ne se soigne pas, j'évite les lieux où il y a de l'alcool. Donc, on ne va plus au restaurant. Donc, on va chez les amis. Ou alors, on y va et on sait qu'il va boire ce soir et pendant 3 jours, il ne sera pas bien. Et voilà. On évite tous les lieux où il peut se déstabiliser. Mais on n'a pas... On sait, on a compris que nos solutions ne sont pas valables. Voilà. Mais on s'enferme encore plus. Parce que lui est malade et nous ne le sommes pas. D'accord ? Alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'était le déchirement et l'ambivalence. Voilà, les professionnels disent qu'on est codépendant. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. J'aime pas trop parce que, effectivement, dans toute pathologie, quand il va bien, on va bien. Quand il va mal, on va mal. Quand on a un enfant qui est malade, s'il n'est pas bien, on n'est pas bien, quoi. Donc, codépendant, c'est... voilà. Et puis, on a envie de redonner une chance à notre couple
ou à notre fils, parce que c'est charnel, diront les mères. Moi, c'est un lien, on ne coupera jamais ce cordon. Et puis le soir, il est mal, mais le lendemain matin, il est bien. C'est un bon père, c'est un bon compagnon. Donc on a une vraie ambivalence. Parce qu'on nous dit facilement, bon, allez, tu te casses, tu pars, tu t'arrêtes cette histoire. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est cette complexité-là qu'il faut entendre. Parce qu'on est tellement fatigué, et j'avais abordé ce thème-là de l'envie de partir. Oui, mais partir comment ? Partir seul ? Partir, là, on a un équilibre, il est fragile, il est précaire, mais on sait que le soir, il va boire, le lendemain matin, il va retourner au travail ou pas, ou voilà. Mais je sais comment ça s'harmonise. Mais si je m'en vais, je suis tellement fatiguée. Qui va m'aider à tout reconstruire, à repartir ? J'ai pas l'énergie. Aidez-moi éventuellement pour partir. C'est ce que disent les femmes. C'est de l'ambition. Alors, par contre, il y a des dates anniversaires dans notre groupe de parole, on entend des choses très intéressantes. Je l'ai prévenu, à la retraite, ça sera sans alcool. Je l'ai prévenu, 50 ans, à mes 50 ans, ça sera sans alcool. Il y a des fois où il y a un coup près qui tombe, et voilà. Alors, un dernier point sur le vécu, et après je vous relaisse la parole. L'abstinence, c'est pas aussi idéal que ça. C'est plus compliqué qu'il y paraît. Parce que du jour au lendemain, il ne boit plus. Il ne boit plus. Mais nous, on est comment ? Nous, on est à la ramasse. Nous, on a des rancœurs. On a une histoire derrière qu'on a traînée. Et lui, il était dans sa bulle et il n'a peut-être jamais pris conscience de ce qui s'était passé. Donc l'abstinence peut être bien, mais parfois, si elle ne l'est pas, il faut la comprendre. C'est que l'entourage n'a pas été accompagné, n'a pas fait ce travail. Voilà, je vous laisse Je voulais juste rebondir pour illustrer ce que dit Béatrice vraiment justement, en particulier en post-cure où les séjours sont longs et on voit réellement des patients, des usagers qui font des trajets magnifiques vers l'abstinence ou vers une réduction incroyable de leur consommation. Et on sait très bien, pour s'être cassé les dents plusieurs fois, que si ces personnes reviennent chez eux transformées avec vraiment une avancée psychologique, comportementale sur tous les domaines, nickel chrome, et qu'à la maison rien n'a bougé, c'est exactement ce que vous décriviez à l'instant. Et nous, on fait quoi ? Nous, on est épuisés. Nous, personne n'a pris en compte notre rancœur. Nous, on va guetter parce que c'est trop beau pour être vrai. Puis en même temps, on sert à quoi là maintenant ? Enfin, il y a un équilibre familial qui se fait autour du produit qu'il faut prendre en compte. Et si on n'a pas au moins à 3 ou 4 reprises durant le séjour contacté les entourages, avec l'autorisation du patient bien sûr, pour évoquer ça ou faire des rencontres ensemble, on se casse le nez, c'est garanti. C'est vraiment une prise en charge qui est capitale, et que je trouve que voilà, on avance. Il y a des tas de choses qui changent dans le soin hospitalier, dans le soin ambulatoire avec l'association, et qu'il faut vraiment systématiser encore de manière plus forte. Lucie, vous vouliez réagir ? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Merci. Oui, je voulais réagir justement en fait quand on parle de l'abstinence, comment on fait. Tout l'accompagnement est là aussi, c'est-à-dire d'accompagner l'entourage vers comment vivre cette abstinence, parce que c'est vrai que on constate que dans une famille, toute la famille se réorganise autour de la personne qui consomme un produit. Moi, je me souviens au tout début où je travaillais, et je crois que ça a perturbé et ça m'a choquée pour le restant. En fait, je suis intervenue dans une famille où le monsieur vivait seul dans une pièce. Toute la famille s'était réorganisée dans le reste de la maison et ce monsieur vivait seul dans sa pièce. Et le jour où j'ai rencontré cette situation, je me suis dit, c'est pas possible. On doit aider non seulement la personne qui consomme, mais aussi l'entourage, parce que tout s'est réorganisé sans lui. Et tout l'accompagnement aussi vient pour aider l'entourage, dire, voilà, maintenant, vous avez pris le rôle du père, de la mère, de tout le monde. Eh bien, ensemble, on va faire ce chemin pour que chacun puisse reprendre sa place. Et c'est vrai qu'il est très important d'accompagner l'entourage à ce moment-là, parce que sinon, c'est comme ces jeux où il y a des bâtons de bois comme ça, et quand on enlève un bâton, toute la structure s'écroule. Et il faut que aussi, des fois, l'entourage n'est pas prêt. Ou des fois, l'entourage, il faut le dire aussi, ne le souhaite pas, parce qu'en fait, ils se sont organisés sans la personne.
Et ils ne veulent pas. Les enfants n'ont pas envie que leur père ou leur mère reprennent une autorité. Ils sont bien comme ça. Ils n'ont pas envie qu'on les gronde, que ceci, que cela. Donc, personne n'a envie non plus, des fois, que la personne reprenne sa place. Et tout le travail des professionnels intervient à ce niveau-là pour faire cet accompagnement. Et je crois que la codépendance, enfin moi je l'entendais plus comme ça, c'est-à-dire que chacun s'est organisé avec une personne au sein de sa famille qui a une consommation et ça s'est organisé pendant des années. Et voilà. Donc nous devons aussi, nous en tant que professionnels, je pense, être attentif à ça, être à l'écoute, orienter les entourages vers ensuite chaque professionnel compétent dans les structures. Moi, mon travail, c'est l'accompagnement, la relation d'aide, le travail et la motivation, regarder les choses, voir les choses faire émerger. Et ensuite, il y a peut-être des accompagnements plus spécifiques quand on les entend, quand on le constate. Et il faut aussi que l'entourage soit prêt à ça. Et c'est un long chemin. Et que l'entourage réapprenne à faire confiance. Shirley, si vous vouliez ajouter quelque chose sur les éléments de repérage, je vous donne la parole. Non, j'aurais dit des choses, comme vous avez dit, avec la puissance dans le groupe de pouvoir se libérer sur ce qu'on ressent et de pouvoir dire non mais au fond il était mieux quand il buvait et qu'il était dans le canapé et que je pouvais m'occuper des enfants, des devoirs, des bains à l'heure qui était la mienne, etc. Mais je voulais rebondir sur votre témoignage en vous demandant si les dates anniversaires elles sont honorées. Quand les dates anniversaires, est-ce qu'elles sont honorées? C'est-à-dire à la retraite, c'est sans alcool ou avec? Parce que c'est toute la question des limites qu'on peut se donner avec une retraite qui peut être parfois loin et donc on se donne encore un peu du temps. Parce qu'on entend souvent ça chez l'entourage, c'est les menaces et parfois les menaces non tenues. Je vais vous laisser répondre parce que j'aurai d'autres choses à dire. Dans le cas présent, à la retraite, ça sera sans alcool. C'est une amie du groupe de parole qui a posé des actes. Parce qu'effectivement, on dit toujours, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, quoi. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut agir. Et donc, elle est partie 15 jours en disant à son mari, voilà, sa retraite sera en avril prochain. Donc, elle a anticipé. Et elle est partie 15 jours, la première Airbnb, elle est partie, elle lui a dit ni SMS, ni téléphone. Voilà. Et on voit ce qui se passe. C'est sa décision. Et elle est revenue, son mari était bouleversé. Donc ils sont repartis, c'est ce moment-là. Mais la retraite, c'est en avril. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Les familles s'organisent avec ou sans. Et voilà, moi, je voudrais... Donc, je suis dans un groupe de parole, donc je vous apporte la parole des gens qui font des démarches de soins. C'est totalement différent. Parce que là, l'idée de Copmin, c'est de médiatiser pour aller toucher au fin fond, je vous dis l'Ardèche, l'Ardenne et le Finistère, les gens qui, eux, ne savent pas et n'ont pas de point de repère. Donc vous me disiez, on n'a pas envie, je voulais apporter le témoignage d'une jeune femme de 25 ans dont le père boit. Et elle dit, j'étais la sauveuse, je me suis grillé les ailes. Être le parent de mon père, ça me fait vriller. Et elle est en totale détresse. Et elle travaille. Mais c'est un père et l'abandonner, c'est vachement dur, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc nous, notre idée d'entourage et de Copmin, c'est qu'on fasse un travail de repérage pour les gens isolés qui ne vont pas dans les XAPA, qui ne savent même pas que ça existe. Ça, je pense que nous allons l'aborder ensuite. Bien sûr, c'est très important. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire que en tant que professionnel, je crois qu'on sait que l'entourage se grille les ailes, l'entourage se fait mal, l'entourage... Mais la personne, alors, pour rencontrer aussi les gens qui consomment, il y a beaucoup de gens, ils ont une culpabilité parce qu'ils savent qu'ils grillent leur entourage, ils savent qu'ils font du mal à leur famille, ils le savent. Et c'est un chemin parallèle qu'il faut faire avec chaque personne, que ce soit la personne qui consomme ou que ce soit l'entourage. Et sachez qu'en qualité de professionnel, on le sait et que l'on essaye vraiment de tout mettre en place pour toucher
les personnes qui sont prêtes à faire la démarche et les personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a des choses à faire. Et chacun a un travail à faire, un cheminement. Et c'est vrai que nous faisons en sorte maintenant, je ne sais pas si on va l'aborder de suite, comment toucher les personnes qui sont éloignées du soin et comment leur passer cette information. Et je vous remercie pour cette question, Lucie, parce que c'est effectivement la question suivante sur le repérage des personnes de l'entourage qui sont en souffrance, en difficulté, et l'identification aussi des structures existantes. Jacqueline, dans le repérage, est-ce que vous avez des conseils ou des éléments sur un plan validé scientifique, il n'existe strictement rien. Donc c'était une des demandes du COPMA aussi d'essayer de réfléchir à ça. Pourquoi pas des formations des professionnels pour aider à ce repérage. Et pour nous aussi, ça serait intéressant pour tout le monde parce que intuitivement, et la clinique et l'expérience fait qu'on observe des choses et puis on ose surtout maintenant interpeller directement l'entourage avec le patient, ce qu'on ne faisait pas avant. Mais voilà, on manque de finesse dans l'analyse diagnostique, si on peut parler comme ça, excusez-moi, c'est le médecin qui parle. Voilà, il y a des tas de choses à faire pour affiner ce repérage et pour former les professionnels. Et c'est vrai que du coup, des associations comme la nôtre ou comme le COPMA pourraient se mettre en commun, à mon avis, pour essayer de médiatiser un peu cette affaire-là. Et effectivement, pour aller toucher les entourages au fin fond des provinces, des gens qui ne savent pas, déjà les professionnels hors addicto, ils ne connaissent pas le réseau de soins addicto. Alors imaginez des entourages paumés dans la souffrance et dans l'ouragan de la maladie addictive au sein d'une famille, ils ne savent pas où se tourner. Il y a les associations d'anciens consommateurs qui sont très utiles dans ces cas-là parce qu'eux, ils ont un maillage territorial assez phénoménal. Et il y a les alcooliques anonymes avec les Al-Anon, ils ont des groupes de prise en compte de l'entourage spécifiquement. Et nous, dans les XAPA et dans les institutions hospitalières, on essaie de mettre en place des groupes de parole entourage. Voilà. Mais tout ça, c'est encore à structurer et surtout à systématiser. Ouais. Allez-y, Lucie. Au niveau de cette communication, nous, je parlais de la Corse du Sud, en fait, on essaye de communiquer, de donner les informations par des campagnes de communication, par la prévention, par le maillage avec les autres professionnels. Quand l'on rencontre, on peut rencontrer des professionnels qui ont des difficultés à aborder la problématique alcool avec une personne, des travailleurs sociaux, quand ils ont des personnes qui sentent l'alcool, ils ne savent pas comment le leur dire, etc. On arrive à échanger avec eux et on leur fait passer l'information on leur explique, c'est tout un travail aussi pour aider les professionnels à aborder la problématique alcool, mais on leur dit aussi que s'ils reçoivent l'entourage, ils peuvent s'adresser à des professionnels. On essaye de faire passer l'information de cette façon-là, de dire que tout professionnel peut s'adresser à une structure d'addictologie pour rencontrer quelqu'un, pour orienter l'entourage, même si la personne ne fait pas la démarche. On essaye d'intervenir auprès du milieu scolaire pour passer l'information aux infirmières scolaires. On a fait du théâtre interactif pour donner l'information à des enfants qui peut-être vivent la situation, qui donneront l'information à leurs parents, à leur façon. Et en fait, tout ce maillage-là fera qu'à un moment donné, au fin fond de l'Ardèche ou au fin fond de la Corse ou au fin fond à un moment donné, l'information pourra certainement passer. On a mis en place maintenant, donc on a des CJC, des accompagnements pour les jeunes consommateurs. C'est aussi une façon de pouvoir rebondir et donner cette information-là. Ensuite, auprès des médecins généralistes, etc. Je sais qu'on a échangé la dernière fois à ce sujet-là. Ils ont très peu de temps pour pouvoir l'aborder, mais on leur passe l'information aussi. Je crois que la communication est très importante, quelle que soit notre porte d'entrée. Un travail de communication, un travail interassociatif, en réseau avec d'autres professionnels, et puis sur les CJC, les consultations jeunes consommateurs, sur tout ce travail de repérage. Shirley, en termes de repérage aussi, est-ce qu'au niveau de vos consultations, de votre travail, qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous accompagnez aussi pour repérer l'entourage? Alors moi, j'ai en plus d'une activité au XAPA, une activité libérale auprès des enfants.
Et en fait, régulièrement, je rencontre des enfants qui ont des symptômes essentiellement autour d'une problématique du sommeil, parfois aussi de phobie scolaire, parce que ce sont des enfants qui préfèrent surveiller, rester à la maison et voir ce qui s'y passe. Ce sont des enfants qui sont aussi, bien sûr, parentalisés, et donc dans un sentiment d'insécurité affective profonde, parce que le parent, comme vous l'avez dit, le matin, ça peut être quelqu'un de très bien, de très aimant, et puis à partir d'une certaine heure, papa, maman, elle est bizarre, c'est plus tout à fait la même. Et donc il y a une discontinuité dans le lien avec son parent qui est... un enfant, c'est dépendant pour son estime de lui, de l'affection de son parent. Donc l'enfant, lui, va essayer de se mouler à ce qu'il pense qu'on attend de lui. Et donc, par exemple, avec les enfants, on va travailler sur comment repérer à quel moment c'est facile d'obtenir, à quel moment c'est plus facile d'obtenir cette affection dont il a tant besoin et à quel moment il faut peut-être renoncer. Merci. Pardon. Mais en tout cas, ce qui me paraît important, c'est de nommer l'alcool. Parce que souvent, l'autre parent, le conjoint, il a tendance à dire elle est fatiguée ou il va pas bien. Non, il a consommé de l'alcool et il n'est pas dans son état normal. Il n'est pas le papa habituel, elle n'est pas la maman habituelle. C'est important de nommer. Merci. Je vois l'heure qui passe. Et si on devait répondre à la question de comment se préserver, comment vivre avec et se préserver en tant que personne de l'entourage des personnes malades, Jacqueline, si vous aviez des éléments à nous transmettre. C'est ce qu'on évoquait au tout départ, c'est déjà reconnaître avec la personne de l'entourage qu'elle souffre, qu'on comprend cette souffrance et que cette souffrance est totalement anormale et que ce qu'elle vit doit et peut changer surtout, et lui donner envie et lui faire prendre confiance en elle, à cette personne de l'entourage, pour qu'elle puisse évoluer, que de cette manière-là, même si elle fait rien de plus, l'autre peut bouger aussi. C'est toute la magie de la systémie familiale, hein. Voilà, je pense que ça sera abordé après. Après, donc, il y a des groupes en hospitalisation, par exemple. Il y a un groupe tous les 15 jours où les gens de l'entourage peuvent débouler, animés par une psychologue, et ils vident leur sac. Déjà, rien que ça, c'est important de voir qu'ils ne sont pas seuls et que d'autres ont trouvé des stratégies. Après, pour l'idéal, c'est souvent quand les entourages arrivent, parce que parfois c'est compliqué, ils se disent « je douille, c'est compliqué, j'en peux plus, et c'est encore à moi de faire l'effort, le premier ». Ça peut être ça la réaction. Et quand ils arrivent quand même à le faire, parce qu'on a réussi à leur redonner confiance en une possibilité de changement, ça finit souvent par une thérapie ou une prise en charge de groupe avec un peu de thérapie pour la personne, mais pour elle, quoi. En dehors, se détacher un peu du problème d'alcool momentanément. Après, je voulais juste évoquer un programme alors, deux choses. Ce petit bouquin vert là qui est sur les tables dans le hall, c'est l'association qui l'a rédigé il y a déjà pas mal d'années, je crois que c'est les années 2014, même peut-être un peu antérieures, sur travailler pour et avec les personnes de l'entourage dans l'Exapa. Donc il est très complet, on peut le lire par chapitre, et il donne surtout des illustrations de choses qui peuvent exister dans l'Exapa pour accompagner les entourages. Et il y a aussi les questions légales pour le secret et tout ça. C'est vraiment très intéressant. C'est un peu ardu, mais c'est très intéressant. Et un programme qui existe, qui est qui est à peu près de la même période, c'est un programme étape. C'est un programme d'éducation thérapeutique pour l'entourage, où peuvent venir des gens de l'entourage, que le patient soit soigné ou pas, que le malade soit soigné ou pas. Et il a été évalué, ce programme. Alors forcément, comme tout programme d'éducation thérapeutique, il est assez lourd à mettre en place. Mais voilà, il peut faire bouger des lignes aussi. C'est une autre piste, quoi. Parce que les programmes d'éducation thérapeutique sont vraiment adressés à tous. On peut y accéder sans passer par un professionnel. Et en général, c'est bien diffusé. Voilà, une piste. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Merci pour ces pistes. Béatrice, laissez. Juste un petit mot. Dans la nuance de comment se préserver, vivre avec. Souvent, on nous dit il faut que tu sortes. Tu vas au ciné, tu vas dans une association, tu as une vie sociale. Se préserver, à mon avis, c'est pas sain. Se préserver, on peut, ça fait du bien, effectivement. Se préserver, c'est pouvoir revenir à la maison quand le malade est encore dans l'addiction
et être serein. C'est complètement différent. Hein, moi, je vais à mon cours de dessin, je vais voir mes copines, tout va bien. Oui, mais à un moment donné, je rentre chez moi, ça se passe comment? Donc, il faut pouvoir revenir chez soi sans avoir besoin de prendre un Lexomil et se dire, je fais comment? Donc, tout ça, ça s'apprend. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail, un vrai boulot de fond. Donc, une consultation, 2 consultations. Il faut vraiment une technique. D'abord, je ne sais plus avec qui j'ai échangé en disant, qui me disait, oui, mais l'entourage, c'est compliqué, quoi. C'est le truc, c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué, mais c'est pas pour ça qu'il faut lâcher prise, quoi. Il y a des maladies qui n'étaient ni diagnostiquées il y a 20 ans, 30 ans, et qui ont de très bonnes prises en charge maintenant. Je crois qu'on est au B.A.-bas de la prise en charge de l'entourage. Parce que ça coûte un fric fou à la société, hein. Je veux dire, on ferait d'énormes économies à avoir une stratégie de prise en charge. Shirley, se préserver, vivre avec, des pistes à donner à l'entourage là-dessus? Se préserver, ce serait peut-être déjà reconnaître ses propres limites, voir ce qu'on est capable de faire. Tout à l'heure, j'interrogeais par rapport aux dates anniversaires, parce que souvent on entend des formes de menaces, mais finalement des choses qui ne sont pas actées. Peut-être c'est important de dire que c'est les petits pas en fait qui vont un tout petit peu faire du décalage dans la relation et créer une inversion un petit peu, enfin, créer un petit changement qui commence à faire responsabiliser l'autre. Je pensais à l'idée de pousser à l'absurde, c'est-à-dire oui, vous allez sortir à votre cours de dessin et oui, quand vous allez rentrer, il aura peut-être encore plus bu que d'habitude. Et alors enfin, et alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui il aurait moins bu parce que vous auriez jeté la bouteille ou surveillé ou que finalement ça guérit sa maladie, et c'est bien à lui de se à l'autre, pardon, de se responsabiliser par rapport à sa maladie et de sortir d'une position finalement infantile aussi. Lucie, peut-être, et je vous laisse la parole, Béatrice. Je voulais rebondir justement sur ce que vous disiez. C'est vrai que le travail aussi que l'on peut faire avec l'entourage, c'est de pouvoir identifier tous ces moments où la personne va vider la bouteille, va jeter le produit, etc. Et à partir de là, d'essayer justement peut-être de modifier un petit peu ce schéma-là pour pouvoir avancer, voir si ça déclenche quelque chose chez l'autre personne, et peut-être aussi comprendre que l'entourage puisse comprendre que c'est une maladie et qu'à un moment donné, effectivement, la personne va rentrer chez elle après son cours de dessin. Comment, comprendre que c'est une maladie, ça ne va pas régler le problème, certes, mais de se dire, c'est peut-être ça qui va déclencher aussi l'envie de dire, je vais peut-être encore avancer et trouver autre chose pour pouvoir accompagner. Là, en ce moment, je rencontre une dame, le médecin rencontre son mari qui consomme, et en fait, nous faisons un travail en commun. Et le mari qui consomme, lui, il n'est pas prêt. La dame, à un moment donné, elle dit « je veux plus qu'il boive », mais en fait, quand il boit, il est violent, mais du coup, s'il boit que de la bière, il ne l'est pas. Donc, en fait, le médecin fait un travail d'accompagnement à l'abstinence, et son épouse fait un travail avec son mari d'accompagnement à la modération et boire un produit qui est moins fort. Donc, elle pense que c'est plus aidant. Et à un moment donné, ce qui est important, c'est de pouvoir croiser toutes ces informations-là avec l'entourage et avec la personne qui consomme pour que le chemin avance. Et c'est vrai que quand vous rentrez de votre cours de dessin, quoi faire quand il a bu, comment vous préserver de tout ça, c'est tout un parcours pas à pas. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je vais le retrouver. Il faut, moi, je vais prendre un exemple personnel. C'était des bouteilles de gin par jour, quoi, des années de bouteilles de gin. Et quand c'est revenu à la bière, j'étais contente. J'étais contente parce que la bière, c'est pas pareil. C'est pas pareil, quoi. Une bouteille de gin, ça faisait... si c'était à la journée, alors c'était dramatique. Puis après, la bouteille de gin, elle a fait la semaine. Mais ça signifiait que comme il a 73 ans, c'était plus long dans la récupération, dans le temps. Donc, le challenge, c'est
bah, si c'est une bière, bah, et pourquoi pas une bière? Et à la limite, qui suis-je, moi, pour lui interdire? Parce que moi, j'ai un mari qui m'a appris le respect et la tolérance. Et il me dit, au nom de quoi tu m'interdis? Pourquoi moi toi, tu as tes défauts, j'ai le mien, ok, alors on va essayer de travailler ensemble là-dessus. Et on fait... comment se préserver? Je voudrais rebondir là-dessus. Comment se préserver? Apprendre à modifier les toutes petites choses. Par exemple, avec mon mari, je marchais toujours devant. Il suivait derrière. Observez quelles sont celles qui marchent devant et ceux qui suivent derrière. Le jour où vous marchez à côté, ça change tout. C'est fou, hein? On s'attend, on se respecte. Voilà. Mon mari, il met le couvert ou il cuisine, parce que c'est un homme charmant. Et je le félicite, je l'encourage. Bravo, ouais, t'as fait un truc super là, c'est bien. Il est bien, il a 74 ans. Tous les moments où il est bien, waouh, on le vit pleinement. On le vit pleinement. Et après, il va se mettre à boire et on ne comprend pas pourquoi. Alors moi, on parle de maladie des émotions. Je dis, mais t'es passé un truc là, t'es allé t'as acheté ta bouteille, pourquoi? Non, lui il dit que non, mais moi, c'est pas une généralité. Hein. Mais dans ma manière de... J'ai des petits slogans, c'est « Est-ce que c'est si important ?» Bon, il a bu ce soir, est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que ça va changer demain? Et j'arrive à relativiser. Voilà, je relativise beaucoup, mais ça, c'est perso comme conseil. Après, c'est un travail, un cheminement tout à fait personnel. Mais en tout cas, je vais toujours dans une voie de positivisme et de bonheur partagé, retrouvé. Voilà. Merci pour ces éléments et je vous propose qu'on termine cette table ronde avant de passer aux échanges avec l'Assemblée. Si on devait conclure sur quelques mots que vous diriez aux proches qui se sentent impuissants aujourd'hui, qui vivent avec une personne malade et qui, face à ça, aujourd'hui, se sentent impuissants, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dis venez. Alors, c'est moi? Non. Allez-y, Béatrice. Alors, je dirais qu'il faut absolument rompre casser cette bulle ou cette carapace de silence, de honte, de tout ce qui est là. Et respirer et sortir, mais pas avec n'importe qui, avec des professionnels. Et chercher le professionnel qui va vous écouter. C'est-à-dire, et les associations. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'associations sur le terrain qui sont tout à fait à l'écoute. Et on parle d'associations de terrain, mais en visio, il se fait des choses. Hein. Il y a des chats, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut y aller. Parler. Alors, mon idée, ce serait une petite feuille A4. L'alcoolisme est une maladie. N'ayez pas honte. Ne soyez pas coupable. Parlez. Juste ça. La communication là-dessus, partout, sur tout le territoire. Merci à vous. Et juste un tout petit dernier mot, surtout pour les professionnels qui sont dans la salle. En écoutant Béatrice, il est clair que les compétences relationnelles à avoir avec l'entourage, c'est exactement les mêmes qu'on utilise avec nos usagers. Et il y a juste en plus ce maillage à faire avec les autres intervenants et à remettre du sens dans la relation globale, l'entourage familial, professionnel et soignant. Mais les compétences, elles sont là, il suffit juste de les utiliser. Hein. Et puis venez les entourages, osez venir nous voir. Shirley, vous vouliez ajouter un mot? Moi, j'étais sur votre première question sur quoi dire aux personnes de l'entourage qui seraient là. J'aurais envie de dire que c'est normal de faire un vœu quand on se met en couple avec quelqu'un, de le soutenir et d'en être soutenu. Et donc, c'est normal de commencer par s'épuiser à l'aider. Mais finalement, il y a un moment où il faut comprendre qu'on n'aide plus en étant là en direct. Il faut, dans un premier temps, prendre du recul et se réoccuper de soi, apprendre à se réoccuper de soi pour redevenir aidant par rapport à son entourage. Merci. Je voulais juste dire un mot également. Si des personnes de l'entourage sont ici, c'est vraiment de regarder la situation, de se regarder soi, de voir où vous en êtes et d'essayer vraiment d'aller parler quelque part, comme le dit tout le monde, je veux dire d'aller trouver un interlocuteur qui vous convienne déjà dans un premier temps, et si vous convient pas, vous changez d'interlocuteur, parce qu'il faut un vrai espace de parole et d'écoute. Donc la parole est importante, mais l'écoute aussi. Si l'interlocuteur ne vous convient pas, vous vous sentez pas écouté, changez d'interlocuteur. Il y a beaucoup d'informations, vous pouvez trouver des points relais qui vont pouvoir vous accompagner, d'enlever cette culpabilité que vous avez
vous pouvez avoir. Alors c'est facile à dire, enlevez votre culpabilité, qu'on soit bien d'accord. Prenons-le avec beaucoup de ce que je dis, avec beaucoup de... Mais tout ça pour vous dire que cette situation-là est due à une toxicomanie, quelle qu'elle soit. C'est dû à un produit, c'est le produit qui fait dysfonctionner. Et c'est vrai que je me souviens d'une dame qui me disait, moi j'aime l'homme qui boit pas et j'aime pas l'homme qui boit. Donc qu'est-ce que l'on fait de ça? Essayons de travailler pour que vous ayez peut-être envie de retrouver l'homme qui ne consomme pas. Accompagnons l'homme pour qu'il, enfin je dis l'homme, son mari, pour qu'il ne consomme plus. Et si un jour vous avez envie de partir, on peut aussi vous aider à ça. Alors, sans jamais dire à quelqu'un, vous devez partir, vous devez rester, parce que ça, nous ne pouvons pas le faire. Et justement, si vous allez voir des professionnels, ils ne vous diront pas partez ou restez. Et ça, c'est très important, on ne peut pas prendre ça. Mais par contre, si vous décidez de partir aussi, on peut vous accompagner, parce qu'à un moment donné, ça peut être un choix. Merci. Merci pour ces échanges et pour le partage de vos expériences. Je vous propose qu'on passe aux questions avec l'Assemblée. On a un grand quart d'heure. On va vous passer le micro. J'ai une question là-bas. Ah, super. Merci. J'allais me déplacer. Alors, il y avait une question dans le fond là-bas. Je vous laisse parler juste après. Je démarre, j'en ai pas pour longtemps. J'ai le micro, j'en profite. Bonjour Solveig, Addiction France. J'ai beaucoup entendu parler de... Je suis là, pardon, je me lève. De l'homme, du cordon ombilical, quand il arrête de boire, on se retrouve sur les questions d'horaire du bain, où on n'est plus tout à fait libre de ses horaires. On sait que dans le monde des aidants, par exemple, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, les aidants sont des aidantes. Donc ma question est la suivante, l'entourage est-il une femme ? Non, l'entourage est également un homme. Et là, c'était dans une situation bien précise. Parce que l'on parlait, j'avais rebondi, c'est moi qui vais répondre. J'ai rebondi sur la situation de madame. Mais il y a beaucoup de situations aussi où ce sont des hommes qui rencontrent des situations où leur conjointe consomme un produit quel qu'il soit. Et non, ce ne sont pas que des hommes. Et je pense que ce qui a été dit aujourd'hui s'adresse autant à un homme qu'à une femme. On était juste sur une situation où on parlait de madame et de monsieur. Voilà. Non, il y a effectivement beaucoup d'hommes qui sont confrontés à cette situation. Alors, je veux bien compléter. Dans les témoignages que j'ai apportés tout à l'heure, j'ai parlé d'enfants, de filles, j'ai parlé de mères dont le fils vit dans un cloaque et dans des immondices, qu'elles trouvent ça insupportable. J'ai parlé de filles qui se sont grillées les ailes et qui ont vrillé. Alors effectivement, dans le mode d'expression, on dit, voilà, je ne représente personne, je témoigne juste, voilà, mais j'ai essayé d'apporter la parole de tous et toutes. Mais effectivement, il n'y a pas que des aidantes, il n'y a pas que des femmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est souvent les entourages féminins qui viennent plus souvent nous voir que les entourages masculins. Merci. Et alors, il y avait 2 autres questions par là. Oui, bonjour, j'ai 2 questions. La première, est-ce que vous pouvez nous donner, alors peut-être pas des phrases, mais en tout cas nous aider à aborder la question d'une éventuelle addiction qu'on peut supposer, voilà, dans le cadre, soit dans un cadre professionnel ou d'ailleurs dans un cadre personnel, par exemple un cadre amical, un ami dont on peut penser qu'il a un problème avec l'alcool, ou dans le cadre professionnel, un public qu'on reçoit, qui arrive par exemple alcoolisé. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire, comment l'aborder, voilà, sans blesser, sans juger. Et la deuxième question, qui est beaucoup plus générale, vous avez abordé la question de l'addiction autour du produit alcool. Sur d'autres produits, quelles sont les grandes différences et les grandes similitudes? Voilà, ce sont mes 2 questions. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler par rapport à mon expérience de terrain. Sur comment aborder, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette type. Par contre, quand l'on reçoit quelqu'un en entretien,
souvent il y a des petites phrases comme aujourd'hui je suis fatiguée, ou hier soir je suis sortie, ou ah bon, mais aujourd'hui vous m'avez l'air fatiguée. En fait, il faut essayer, je pense, juste de saisir la perche quand dans un entretien il y a des mots qui sont dits. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui va parler de budget, j'ai un budget très important pour mes sorties. Et quand on voit on se rend compte que la personne, par exemple, sans l'alcool, ah bon, votre budget est important par rapport aux sorties, mais il est important pourquoi vous sortez beaucoup. Et quand vous sortez beaucoup, mais que se passe-t-il quand vous sortez? Et en fait, ils tendent des perches et il faut essayer de les saisir au moment où ils les tendent. Et c'est vrai que quand on écoute ça, on arrive à contourner le fait que ah mais aujourd'hui vous sentez l'alcool, parce que c'est vrai que des fois je rencontre des personnes qui me disent on m'a dit que je sentais l'alcool, mais c'est quoi cette histoire, ça va pas, etc. C'est vrai que je pense que saisir les perches, quand les personnes sont prêtes à en parler, il y a des petites perches qui sont données par rapport à cela. Et en ce qui concerne les produits, en effet, l'alcool c'est une chose, mais quand on parle d'autres toxiques, on se rend compte que la personne a une attitude pendant l'entretien, que ce soit cannabis ou cocaïne ou d'autres produits. Moi, je trouve que l'approche n'est pas la même. Après, je pense que chacun a un avis peut-être différent sur ça. Là, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais je trouve que l'approche n'est pas identique et je n'aborde pas les problèmes d'alcool de la même façon que j'aborderais un problème de consommation d'autres toxiques. Shirley, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, Jacqueline? Quoi qu'il arrive, moi j'avais envie de vous raconter une histoire qui n'est pas de moi, mais en fait c'est le jeu du cache-cache. Les enfants, quand ils jouent à cache-cache, il y a 3 types d'enfants. Il y a le loup, c'est-à-dire celui qui cherche l'enfant caché. Il y a l'enfant caché qu'on va trouver facilement. Et puis il y a l'enfant qui est caché et qu'on ne trouve pas. Donc finalement, on pourrait se poser la question de savoir quel est l'enfant qui est le plus content dans le jeu. Et on pourrait penser que l'enfant le plus content dans le jeu, c'est celui qui est caché et qu'on ne trouve pas. Et bien finalement, cet enfant, quand on observe le jeu des enfants, au bout d'un moment, il va se montrer de plus en plus fort. Et en fait, il va avoir un grand soulagement quand l'enfant qui devait le chercher le trouve, puisque enfin, il re-rentre dans le jeu. Ben, c'est souvent ce qu'on dit en addiction, c'est-à-dire qu'il y a un certain plaisir à être caché des consommations, caché des conséquences des consommations à un moment, mais il y a aussi un grand soulagement à pouvoir être vu. Et donc, dans la communication, c'est important d'aller débusquer, d'aller chercher, de parler. Moi, j'encouragerais peut-être à parler au jeu, surtout pas tu as consommé, enfin surtout pas. Si vous le faites, mais c'est important d'essayer de parler au jeu. Je suis inquiète, j'ai l'impression que tu es moins bien en ce moment, ou des choses comme ça. C'est exactement ça, ce que je voulais rebondir dessus. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quelque chose qui peut aider la personne à s'exprimer sur sa consommation. C'est effectivement quand elle est en confiance et surtout qu'elle voit bien qu'elle n'est pas étiquetée, pas jugée et qu'elle est respectée en tant que personne. Donc quand on a une bonne relation avec une personne et qu'elle sait qu'elle peut nous parler sans être jugée, la plupart du temps, le sujet il vient sur la table naturellement. Et on peut même poser la question naturellement. L'idée, c'est d'éviter la confrontation et en dire, voilà, je vois que tu bois, dis-moi ce qui se passe pas. Voilà, si la personne n'est pas prête, elle vous renvoie dans vos buts. Mais s'il y a un climat de confiance et qu'elle peut aborder elle-même la question. Donc c'est surtout, pour moi, c'est ça l'essentiel. Qu'on aborde en disant, je suis inquiète d'une manière globale, qu'on parle d'autre chose pour établir cette confiance et après, on peut aborder le sujet. Après, alors là, j'ai une petite divergence par rapport à ma collègue. Il y a surtout des similitudes. Forcément, il y a des différences. Mais il y a beaucoup de similitudes. Et si on parle beaucoup d'alcool aujourd'hui, c'est que c'est quand même le produit qui provoque le plus de honte et le plus d'enfermement social. Et au niveau mondial, c'est vraiment celui qui fait le plus de ravages dans les entourages. Il y a plus de 100 millions de personnes de l'entourage. Sur les derniers papiers écrits sur ce sujet, il y en a très peu. 100 millions, c'est énorme. Ouais. Et c'est essentiellement l'alcool. Mais les autres produits font des ravages aussi. Après, l'approche, elle est différente par produit, forcément, dans la prise en charge. Mais après, par rapport au comportement intrafamilial, il y a vraiment des similitudes incroyables.
Vous vouliez ajouter quelque chose? Et oui, alors, la question qui a été posée, je pense qu'elle concernait comment aborder l'alcool par un professionnel. Au sein de la famille, aborder l'alcool lorsque le proche, alors le malade, la malade, hein, a consommé, c'est pas la peine. Donc il est inutile de partir dans des colères, dans des critiques. Parler avec quelqu'un qui est à jeun. Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est le basique. Donc, casser les colères, éviter de rebondir, et ça, c'est le premier travail à aborder. Sortir de la pièce, s'isoler, les insultes, on casse, ou on met un peu de musique, ou on chante, ou on change de pièce et on s'isole. Voilà. Mettre en place des stratégies. Et après, quand ça va mieux, et je prends un exemple qui m'est personnel, eh bien, si mon mari vient d'acheter une bouteille d'alcool, entre autres fort, eh bien, et que je la vois, je ne lui vide pas, mais je lui dis, voilà, cette bouteille, elle est là, je sais que ça va nous coûter 3 jours ou 4 jours de vie commune, ça va te perturber, moi je te laisse, c'est ton choix, voilà. Par contre, je te dis que pendant ces 3 jours, je ne suis pas là, parce que je n'ai aucune raison de supporter cet état, c'est le tien, c'est ton choix. Voilà, donc ça, c'est de la réflexion et du temps, mais c'est beaucoup de travail. Et sans colère, tout à fait serein, dire, bon, c'est ton choix, tu as décidé que cet après-midi et demain et 3 jours. Mais moi, je te préviens, c'est ma vie, je ferai autre chose. Merci pour ces éléments. Oui. Et je voulais dire aussi au niveau de l'entourage, juste quand on reçoit l'entourage, à un moment donné, c'est de dire, je sais que tu sais. Et quand je sais que tu sais, en fait, on ne peut plus dire il n'y a pas de problème, c'est pas l'alcool, etc. Je sais que tu sais et je sais maintenant ce que tu as. Alors, tout le monde le sait, bien sûr, mais je sais que tu es, par exemple, malade alcoolique et que moi, je ne pourrais pas te faire arrêter de boire comme ça parce que tu as besoin d'aide. Et maintenant, je sais que tu sais. Et ça, des fois, ça fait toute la... Je ne dis pas que ce n'est pas un miracle, mais ça fait des fois toute la différence. Et quand ce sont des professionnels qui reçoivent une personne, il faut savoir que cette personne, souvent, elle a été virée parce qu'elle s'est présentée à un guichet, qu'elle sentait l'alcool, elle était agitée. Donc, et tout le monde veut lui faire dire qu'il consomme. Et la personne, eh bien, a mis en place une espèce de jeu. Eh bien, moi, je ne vais pas te le dire. Et c'est vrai que quand c'est frontal, et quand c'est frontal, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et moi, je reçois des gens en obligation de soins. Alors imaginez, ils arrivent parce qu'on leur a dit, t'as consommé, tu vas aller voir quelqu'un et obligation de soins. C'est une horreur. Et c'est tout un travail pour amener les gens justement à réfléchir autrement qu'en obligation. Et je pense que c'est notre regard à nous qui fera la différence quand on rencontre quelqu'un, et de ne pas juger, de ne pas poser de façon... Merci, Lucie. Alors, je vais passer la parole. Bonjour, je m'appelle Agnès, je suis à Lannon. Docteur Kerjean, vous n'avez fait que citer cette association. Sans cette association, je ne serais pas ici. Lannon n'est pas connue, les groupes familiaux à Lannon, c'est une association qui existe en France depuis 60 ans, qui est née aux États-Unis à la suite fondée par les épouses des fondateurs des Alcooliques Anonymes, qui réunit en France, nous avons 130 groupes, elle existe dans plus de 130 pays. C'est dans les groupes à Lannon que j'ai appris tout ce que j'ai entendu ici aujourd'hui. Un grand merci, Béatrice. Al-Anon n'est pas fondamentalement, n'a pas dans ses gènes d'être une association militante, mais je me suis complètement retrouvée dans tout ce que j'ai entendu. Le jour où j'ai vu que les bouteilles d'alcool blanc contenaient de l'eau, le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis retrouvée chez mon médecin généraliste qui m'a mis sous antidépresseur, il m'a orientée vers un psychiatre. À cette époque-là, l'alcoolisme de mon mari n'était pas visible. Il s'est passé des années, il m'a fallu un certain temps pour rencontrer les groupes Al-Anon. Quand j'ai poussé la porte, c'était la boule au ventre. J'ai trouvé des personnes qui m'ont écouté, qui avaient le sourire, qui m'ont compris, qui m'en ont pas jugé, qui m'ont appris ce qu'a raconté Béatrice, que ça ne servait à rien de vider les bouteilles, que ça ne servait à rien d'aller chercher mon mari sur les parkings. J'ai appris, ça commence par moi, à changer des détails de mon comportement. J'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à vivre, à laisser vivre. L'été dernier, mon mari a fait une très importante rechute. Nous sommes partis ensemble en vacances. Nous avons profité de nos vacances. Sans Al-Anon, ça n'aurait pas été le cas. Voilà, je voulais juste parler. C'est des groupes ouverts à tous, sans besoin d'inscription, pas besoin de prendre rendez-vous.
des réunions physiques, des réunions par téléphone, des réunions par visio. Tout est sur le site internet, c'est ouvert à tous. Voilà un premier moyen d'aide accessible à qui veut. Merci. Merci pour ce partage. Merci, c'est vrai que c'est très important. Là, j'en ai parlé très très rapidement tout à l'heure parce qu'on manque un peu de temps. Mais d'abord, je pense que c'est les premiers qui ont pris en compte réellement l'entourage, ça je suis d'accord avec vous. Et quand ils sont présents dans un département, nous, au niveau professionnel, on travaille avec eux tous les jours, à tel point qu'on co-anime des formations ensemble. Enfin, voilà. Mais bien sûr que c'est un point d'appui important. Oui, alors moi c'est Jean-Robert Mille, donc je représente l'association Entraide Addict. Entraide Addict, c'est un mouvement d'entraide qui aide et accompagne les personnes qui sont en difficulté avec une addiction et leur entourage, aussi bien familial que professionnel. Bon, ce que je voulais simplement remarquer et faire remarquer surtout, c'est que dans tous nos lieux d'accueil, qui sont sur tout le territoire, le premier contact avec le malade se fait d'abord et majoritairement par l'entourage. Et c'est l'entourage, en fin de compte, qui va aider à joindre le malade et à orienter le malade et à s'occuper du malade. Donc il faut réellement avoir une coopération complète avec l'entourage. C'est pour ça que nous avons, dans notre association, comme les Alanons, des mouvements d'entraide avec des groupes de parole spécifiques pour l'entourage, pour justement expliquer ce qu'est la maladie et comment faire ensuite pour pouvoir aider le malade. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Mylène, donc je suis professionnelle à l'association Addiction France. D'abord, je tenais à vous remercier déjà pour ce colloque qu'on attend, je pense, tous depuis 2020. Parce qu'effectivement, tout ce qui est autour de l'entourage, il n'y a pas trop de choses de fait, je trouve, par rapport aux professionnels qui accompagnent, tout au moins dans l'association. Et je trouvais intéressant qu'on puisse permettre aux professionnels et puis aux personnes qui sont l'entourage et qui sont aussi ici aujourd'hui, de pouvoir échanger. Et je vous remercie aussi pour votre intervention à cette table ronde avec vos différentes visions et qui se retrouvent au final dans ce que vous faites au quotidien. Ma question serait, puisque je suis assistante sociale et je suis aussi thérapeute systémicienne en libéral, j'accompagne des personnes de l'entourage depuis 13 ans aujourd'hui. Et vous avez parlé du programme Étape. Et j'étais intéressée de savoir en quoi ça consiste. Et aussi, ma deuxième question, c'était dans ce que pour les personnes que j'accompagne au quotidien dans l'entourage, par rapport aux groupes de parole, je trouve difficile en province de trouver des groupes de parole entourage. Et ma question était la suivante. Est-ce qu'on en trouve d'abord? Parce que je me casse un peu le nez sur ça. Et voilà, c'était mes deux questions principales. Alors très rapidement sur le programme Étape, donc c'est un programme d'éducation thérapeutique. Donc c'est des programmes validés et normalement accessibles. Alors il a été créé il y a plus de 10 ans, je n'ai pas l'année exacte, par l'équipe de Grenoble. Le médecin qui s'occupait de ça, c'était le docteur Lucie Penel. Donc c'est un programme sur 6 mois. Donc comme tous les programmes d'éducation thérapeutique, il y a un bilan, enfin il y a vraiment beaucoup d'entretiens en individuel avec la personne qui s'engage dans le programme. Il y a 9 ateliers. Chaque atelier fait au moins 3 heures. C'est un programme qui est très, très exigeant pour les personnes. Mais leurs premières évaluations ont bien montré que les gens avaient été très assidus sur toute la durée. Donc, les 2 premiers ateliers sur un premier module, c'est la compréhension de la maladie addicto. Bon, c'est vraiment de l'information. Mais en amont, il y avait des entretiens individuels pour vraiment réorienter si besoin la personne. Il y a un bilan de suivi à ce moment-là. Et après, il y a d'autres ateliers, essentiellement sur la communication dans l'entourage. La communication, ça bloque. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a les approches motivationnelles, les approches de relations d'aide, des notions de systémie, puis d'autres approches psycho particulières que je ne connais pas. Voilà. Et il y a... voilà, les évaluations sont très bonnes. Donc, comme tout programme d'éducation thérapeutique,
Normalement, il est accessible sur Internet en contactant les ARS. D'accord. Et normalement, il doit pouvoir être repris avec la construction des ateliers par toute équipe que ça intéresse et qui peut faire un dossier pour lancer ce programme, parce qu'il est hors de question de le faire à moyens constants. C'est un gros investissement de temps et de professionnels, mais s'il est validé par l'ARS, il peut être organisé sur une région. Voilà. C'est ça le programme étape. Voilà. Et la deuxième question, je sais plus. C'était sur les groupes de parole, et puis après on prendra une dernière question et on s'arrêtera. Ouais, je ne sais pas comment répondre à la question de trouver un groupe de parole, mais peut-être que... Voilà. En tout cas, nous, sur l'expérience du groupe de parole Oxapa Rive Gauche, il nous a fallu... alors, comme je disais tout à l'heure, il a 15 ans d'existence, mais il nous a fallu un petit peu... nous œuvrer de courage pour le continuer. Parce qu'au départ, on avait 1, 2 personnes, parfois personne. Aujourd'hui, on a entre 15 et 20 personnes à chaque fois. Et c'est tous les mois. C'est seulement 1 fois par mois. On a essayé de faire moins qu'1 fois par mois et ça ne tenait pas. Donc là, rendez-vous est pris tous les derniers jeudis du mois. D'accord. Mais au bout de 15 ans. Oui, parce qu'effectivement, nous, on avait eu un groupe de parole il y a à peu près 13 ans, qui n'a pas tenu, effectivement, comme vous l'évoquez, parce qu'il n'y avait personne, voilà, et ça n'a pas été maintenu. Je pense qu'il faut effectivement peut-être être beaucoup plus, comment dire, tenir sur la longueur pour permettre aux gens de venir et d'avoir l'information aussi. Rapidement, Béatrice. Oui, rapidement, Béatrice, merci. Donc moi, là, je veux parler au nom de COPMA. Je veux parler. Nous avons un site internet qui a été créé grâce au soutien de Addicted. Le fort. Alors, vous allez prendre la parole. Je veux dire que sur le site de COPMA, vous allez sur Trouver de l'aide. COPMA n'est pas un groupe d'accueil. COPMA veut médiatiser auprès des administrations et des ministères le vécu le vécu du malade alcoolique. On veut que ce soit reconnu et que ça bouge. Nous ne sommes pas des groupes d'écoute, qu'on soit clair. Donc, vous allez sur le site internet COPMA, et vous faites COPMA alcool, sinon vous allez tomber sur des vendeurs d'accessoires de voitures. Donc, vous faites COPMA alcool, et là, vous allez trouver de l'aide. Vous avez la carte Addicted, vous mettez votre code postal, et ça va vous basculer sur le site le plus près de chez vous, professionnel ou autre. Ensuite, si vous voulez des associations, vous allez sur le site Camerup, en dessous, qui vous réoriente sur les associations de la Camerup. Et en dernier lieu, vous avez Alanon. Alanon, qui, avec une cartographie, vous permet de vous resituer sur la France et de trouver un groupe de parole. Voilà, merci. Et alors, on va prendre une dernière question. Allez-y. Donc, moi, je me présente, Isabelle, qui intervient au niveau de l'association Entraide Addict en Picardie, dans la Somme. J'entends parler énormément de nécessité d'amener la personne addictée à s'exprimer. Moi, je voudrais quand même dire qu'en tant que professionnel et d'UXP de formation initiale, l'important, c'est l'écoute. Et pour amener les gens à s'exprimer, il faut se mettre à la portée d'eux. Et ça, c'est une très grande nécessité. Et je dirais également que l'association Entraide Addict travaille en étroite relation avec Addiction de France de la Somme et qu'il est important de créer ce partenariat pour sécuriser la personne addictée et son entourage. Voilà, tout simplement. Merci pour ces éléments et je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on passe la parole en 2 mots, Christelle, très rapidement, et on s'arrête pour laisser la parole à Guylaine Bennec sur la prochaine table ronde. Merci Jordana. Juste pour préciser, moi je suis la déléguée générale du fonds Addicted, donc qui a été créé par le professeur Michel Reynaud, un père fondateur de l'addictologie telle qu'on la connaît aujourd'hui en France. Et Michel a créé un forum qui s'appelle Addicted, qui est animé par des patients experts addiction, c'est-à-dire des personnes qui ont connu l'addiction, souvent très fortement, qui s'en sont sortis, c'est un formidable message d'espoir, et qui se sont formés pour accompagner des personnes addictes. Et donc sur cet espace, il y a un espace qui est dédié aux proches, et donc les proches peuvent parler avec des personnes qui ont été addictes et qui savent très bien comment l'entourage a pu souffrir, et qui peuvent les écouter, les accompagner. Et pour répondre aussi à une question qui avait été posée, Michel avait coutume de dire que face à une personne
quand l'entourage détecte, enfin se rend compte qu'il y a un comportement qui change, il ne faut ni dramatiser, tu l'as dit Betty, ça ne sert à rien, et il ne faut pas le banaliser non plus. Donc c'est ce que vous disiez, je m'inquiète pour toi quand la personne est à jeun, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà, merci beaucoup Jordana. Merci Christelle. Merci à vous pour ces échanges et je laisse la place à Guylaine pour la prochaine table.